Okay, so good morning, everybody. Buen día, bonjour, boker tov. I will repeat a little bit what I said yesterday during the welcoming, because there are people that weren't present yesterday. So just to say that this workshop, Modern and Contemporary Jewish Translation and Multilingualism, Practices, History, and Semiotics, is framed in my DFG project that you can see in this in the picture, the title. We are hosted by Professor Liliana Ruth Feierstein's chair in the Department of Cultural History and Theory of the Humboldt University of Berlin. A year ago, during our first workshop, we founded the Network for the Study of Jewish Translation and Multilingualism. I wanted to check my own intuition that many people are actually working on these topics, and it proved to be right. We have at least 60 people that are members of this network. And through this workshop, even more people expressed their interest on these topics. So first of all, I would like to invite you to collaborate with our blog. The blog, Truhams and Polyglotteries, is one of the ways of expression of this network. We are publishing both researchers and translators, and we have here a couple of examples. Cécile Rousselet and Golda van der Meer, they both already collaborated with texts. We receive texts that they don't have to be written academically. We have some flexibility, up to 1,500 words. And I really encourage you to collaborate with the network. I think it's a good way to expose your ideas and also to network with people who are working on similar topics. The second way of expression of this network is a newsletter that we just started to produce a week ago, and I think you received it on your email. So while my project is an individual project, the idea is to connect with many other people and think of future projects. Hopefully these kind of workshops will take place once in a while. So we are open to ideas and new projects, and also if you have new articles, publications, conferences that are coming and you want to publicize in the workshop, in the blog, the blog is open to everybody exactly for those reasons. So we will start in 8 minutes. We have a condensed day. The reason we moved the first panel, we merged it with the 7th panel today to avoid people in the south to waking up too early in the morning. So the program didn't change in content. So I wanted just to say that if you cannot come to all of the panels, I hope you do, but otherwise it would be good if you come to the last minutes to the closing, because I want to talk about future projects also, and to hear also from you, what do you think, what did you feel during this workshop, your thoughts, etc. So we have 7 minutes. If you have questions now, of course, I am available. And Maya Abruch, who has been dealing with all the technical and the communicational topics for this workshop,
she's also here, and you can write to her. And just a small note also that I said yesterday, each participant has only 15 minutes, so we ask you not to interrupt the participants. We will have enough time for discussion, but let's respect each other's times. At the same time, I really hope there will be an interesting debate like yesterday. It was a very interesting day. So I hope today you will feel even more free to talk. Today we are adding more languages to the workshop, so it should be even more multilingual. Ok, bienvenue pour le panel qui se titule Traduire le yiddish au XXe et XXIe siècle. On va entendre Arnaud Bicard et Cécile Rousselet. Arnaud Bicard est spécialiste de littérature comparée, maître de conférences de langue et culture yiddish à l'INALCO Paris. Il est l'auteur de traductions du yiddish ancien et moderne ainsi que de l'hébreu. Ses recherches récentes portent sur les enjeux du transfert culturel entre langue dominante et langue minorée. Et le titre de sa présentation, désolé, est Il est Traduire à l'écran. Eliezer Ouais. Steinbach, Fable, Judaïsme, Folklore. Merci beaucoup, Cynthia. Et merci encore à Cynthia et à Maya pour l'organisation de ce workshop qui est très important, je pense, et qui nous permet de se rendre compte de la variété des investissements, des problèmes de traduction dans nos recherches aujourd'hui en études juives. Ma présentation porte donc sur un travail en cours, un travail de traduction consacré au poète yiddish Eliezer Steinbach. Eliezer Steinbach, 1880-1932, est le plus célèbre inconnu de la littérature yiddish. Son œuvre, écrite à partir du début du XXe siècle, dans une position relativement marginale par rapport au centre de gravité du monde yiddishophone, a mis des décennies à être publiée en raison essentiellement de la personnalité de son créateur. Celui-ci, originaire de Liptchani, petite ville de Bukovine, a longtemps volontairement limité la périphérie de son activité littéraire à sa région natale. Et même lorsque, à plus de 40 ans, il s'est installé à Tchernovitz au début des années 20, son œuvre est restée particulièrement discrète, cantonnée au domaine scolaire, publication de manuels novateurs esthétiquement et pédagogiquement, écriture de pièces pour des représentations d'élèves. Il a fallu l'insistance des proches et admirateurs du poète pour qu'aboutisse la publication en 1932 de plus de 100 fables. L'écrivain ne verra pas l'ouvrage publié. Il meurt durant une opération de l'appendicite au moment de la révision des épreuves. À ce propos, je voulais vous montrer, et j'ai un problème parce que je suis désolé, j'ai un problème de... Ah, voilà, ça y est, ça répond. Je voulais vous montrer, c'est particulièrement émouvant lorsqu'on ouvre la première publication du recueil de fables. Au milieu même de la lecture, au bout d'une quinzaine de fables, on rencontre cette annonce, l'annonce du décès du poète. euh, qui est comme ça affichée de façon brutale dans ce cadre noir avec la date précise, comme si la mort même avait été intégrée à l'intérieur du recueil. Euh, Malgré la discrétion de l'homme, sa position géographique marginale et la position mineure du genre poétique qu'il illustre, ces textes font leur chemin hors de Roumanie, portés par des collègues écrivains et des acteurs et suscitent des réactions souvent dithyrambiques. Rien de tel n'avait paru jusqu'ici en yiddish.
Au-delà même du monde yiddishophone, le genre de la fable n'avait jamais connu un investissement semblable. Si l'influence de La Fontaine et de Krylov est indéniable, Steinbach s'éloigne en permanence de la leçon des grands classiques par les personnages impliqués, abondance d'objets et d'êtres inanimés, par le refus fréquent d'exprimer une morale claire, par la force dramatique des dialogues portés par un langage populaire, par la modernité des rimes et de la construction même des fables qui souvent reste suspendu et trouble le lecteur. De cette réussite exceptionnelle, les lecteurs contemporains et les critiques plus tardifs se sont fait l'écho. Certains ont voulu faire de Steinbach le quatrième classique de la littérature yiddish, après Mendel Forim, Sholem Aleichem et Yud Lamed Peretz. Le témoignage le plus éclatant de cette appréciation est celui de Chaim Nachman Bialik, pourtant plutôt économe d'éloges à l'égard de la littérature yiddish. Il avait entendu Steinbach lire ses fables à Odessa dès avant la Première Guerre mondiale et, fasciné par leur force, avait évoqué le projet de les publier, projet qui devait rester inabouti. Malgré tout, voici ce que Bialik écrit dans une lettre au comité Steinbach qui s'occupait de la publication de son œuvre. J'ai été absorbé par le livre, incapable de m'en détacher. Sa valeur est inestimable. Chaque fable a son charme individuel. Chaque fable a son propre enchantement. C'est là une grande œuvre d'artiste qui ornera notre littérature à travers les générations. Malgré cette large appréciation critique et populaire, les fables de Steinbach ont connu une réception compliquée au-delà du public yiddishophone. Cela est dû bien sûr en partie au défi intrinsèque que pose la traduction de ce genre littéraire, de façon encore plus marquée pour des poèmes dont la concentration linguistique s'appuie sur des jeux de mots, des références savantes et populaires, et la culture d'une oralité yiddish débridée. Deux pays et deux langues ont eu le droit à une réception plus réussie, Israël et l'hébreu et la Roumanie et le roumain. Mais cette réception même semble prolonger l'ancrage local du poète, puisque dans le premier cas, il s'agit d'une transmission interne juive et dans l'autre de la reconnaissance d'un poète remarquable ayant passé les dernières années de sa vie à promouvoir et animer la culture yiddish dans l'État roumain nouvellement agrandi. En Israël, Steinbach a été traduit par Nathan Alterman, Hanania Reichman, Shlomo Melzar et récemment Hagit Ben Simon. En Roumanie, on compte autant de traducteurs, surtout dans les décennies d'après-guerre. Mais le défi principal est justement de sortir Eliezer Steinbach de son ancrage local. C'est celui auquel, comme traducteur, je me confronte nouvellement pour chaque fable. Les obstacles que je rencontre pourront, je crois, être mieux perçus à l'aune d'une comparaison avec deux traductions remarquables de l'œuvre steinbargienne, celle vers l'hébreu de Hanania Reichman et celle vers l'anglais de Kurt Leviand. Ces deux traductions ont été réalisées à des époques et dans des contextes très différents. euh, à des époques et dans des contextes très différents, mais elles ont l'avantage d'avoir toutes deux été réalisées par des écrivains selon des principes esthétiques très nets et assumés. Entre 1954, date de parution de la traduction de Reichmann, et 2003, date où fut publiée celle de Léviant, un demi-siècle s'est écoulé. Surtout, le lectorat israélien, par définition essentiellement juif, et celui américain de Léviant sont très différents, quoique Léviant puisse compter sur l'abondante population ashkénaze aux États-Unis comme destinataire privilégié. Face à ces deux cas de figure, la position du traducteur français est peut-être plus inconfortable du fait de l'éloignement plus grand du lectorat potentiel vis-à-vis de la culture yiddish. Je souhaite illustrer certaines des problématiques majeures de la tâche de tout traducteur de Steinbach autour de quelques points d'achoppement. Et pour cela, nous allons un peu nous plonger dans les textes et je vais illustrer mes questions et mes problèmes face à l'original et face aux traductions de Leviant et de Reichmann. Euh, la première chose frappante lorsqu'on aborde les textes de Steinbach, c'est le style qui est particulièrement frappant, un style qui est nourri d'oralité, qui est nourri souvent de légèreté, et qui, malgré cette légèreté,
intègre une grande dose de complexité, d'acrobatie stylistique et langagière. La traduction de Leviant excelle dans le domaine pour rendre cette légèreté. Je montre ici l'exemple d'une fable, Der Ball Joes, que Levian traduit sous le titre The Advisor. Dans cette fable, un personnage, une souris, s'isole pour réfléchir et arrive à la conclusion que les chats haïssent les souris parce qu'elles ont une longue queue et que cette longue queue suscite leur jalousie. Et le conseiller recommande donc à toutes les souris de se couper la queue. La légèreté du texte est rendue par Lévian par plusieurs techniques, notamment par l'utilisation de termes tirés de l'oral et du folklore. Reb Mausi, qui mélange comiquement le Mausi avec l'hébraïque ou le yiddish Reb. Et puis, il y a chez lui également une dimension presque moderniste dans la façon dont il crée des rimes internes aux mots. Je prends l'exemple qui est au milieu du texte ici. And finally, he called a meeting. 10 minions of worthy mice were seated, ready and prepared to listen was the group. Donc, ce qui frappe dans la tonalité ici, c'est une certaine dose d'expérimentation et une certaine légèreté. Face à cela, Reichmann, et c'est le cas dans l'ensemble de sa traduction, produit quelque chose qui est à la fois populaire de tonalité, mais également extrêmement construit et extrêmement soigné du point de vue stylistique et poétique. Il est, quant à lui, beaucoup plus attentif à tout ce qui est fluidité, et au point qu'il en vient à corriger tout ce qu'il peut y avoir d'interruption ou d'un peu rugueux dans le texte de Steinbach. Un autre point qui est frappant dans la traduction de Reichmann, c'est une volonté presque systématique d'effacement des points qui ont trait directement à la religion juive, et je vais y venir, à la religion juive dans son sens traditionnel. Je vais y venir dans un deuxième temps. Euh, Ce qui est frappant de ce point de vue-là, et j'en viens pour cela à la fin de cette même fable se termine par donc une forme de morale, ce qui est plutôt rare dans l'œuvre de Steinbach, qui en général est plutôt avare de morale, où il dit Mais geworden, nicht vor euch gesagt gelitene, auch und weh, a Katz hat Feind am Mäus, Achille abashnitene. Euh, Quant à moi, je propose cette traduction pour ces deux vers. C'est qu'on a bien pu voir, Dieu vous préserve en étant affligé, que le chat et les rats, hélas, même le membre coupé. Pourquoi j'ai choisi ce terme membre coupé? Euh, pour son ambiguïté, justement, les souris ont eu beau se couper la queue, elles se sont tout de même fait dévorer. Et Léviant a choisi de tirer, et c'est un choix tout à fait légitime, le texte vers un contexte juif, c'est-à-dire vers un contexte d'assimilation, de volonté de ressembler ou de faire plaisir aux puissants. Et il traduit ces deux vers. euh, Alas, the truth may all you sufferers be spared. They were a prize. The cats have always mice despised, even when they are circumcised. L'utilisation de circumcised pour Bashnit, tout à fait légitime parce que le terme peut aussi avoir ce sens, et ici très clair. Et chez Reichmann, il est frappant que justement cette dimension-là a totalement disparu. מבשרם למדו הללו, לא עלינו, לקח מר, שחתול שונא עכבר, גם בהיות זנבו קצר. Cette volonté-là d'effacement d'une certaine portion du judaïsme, de la portion du judaïsme religieux,
et aussi la place à lui accorder est une question éminemment complexe, justement parce qu'il s'agit ici peut-être d'un obstacle à l'accession immédiate des textes pour une grande partie des lecteurs. Et voici un exemple tiré d'une fable qui se nomme Kiddush Levon, la bénédiction de la lune, selon cette prière traditionnelle, dite quelques jours après Rosh Chodesh, après le début du mois. Il s'agit d'un chien qui hurle à la lune, selon et cette fois l'image traditionnelle, mais chez Steinbach, ce chien qui hurle à la lune prétend bénir la lune. Et voici à quoi ressemble ce texte dans ma traduction. Et monsieur l'aboyeur, pardon, calmez cette fureur, lui dit le pigeon Reb Yoinele, d'un pigeonnier tout proche. Oh, bah, chut, voyou, vous méritez une raclée, je bénis la lune nouvelle, je chante son éloge. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans le texte yiddish, nous avons une situation qui est particulièrement judaïsée du point de vue le plus traditionnel, puisque le chien, dans sa réaction, va répondre à l'interruption du pigeon en parlant hébreu. Il dit Aïnou mafsik shkotz. Cette façon de répondre est une façon pour les juifs pieux de ne pas interrompre la prière. Euh, or, chez Reichmann, cela est totalement, ça l'est déjà dans la traduction anglaise, mais chez Reichmann, cela est d'autant plus effacé que le titre même a été effacé. Au lieu de parler de Kiddush Levana, ce qui aurait été naturel en hébreu, le titre a été transformé en Shir Mizmor la Levana. Euh, Mon but, donc, comme traducteur, et j'en viens ici à mon ambition, c'est de rendre l'universalité de ces textes en gardant, en préservant autant que possible l'ancrage profondément juif du texte. Ma plongée dans les traductions hébraïques de Reichmann et anglaises de Léviante m'ont permis d'éclaircir les principes essentiels qui guident mon travail de traducteur. D'abord, respect de la complexité inhérente au texte, du registre, du style, de l'humour. Acceptation pleine et entière ensuite de l'identité juive, religieuse et culturelle du texte yiddish original. Mais volonté enfin affirmée de souligner la valeur universelle, esthétique et discursive de ces fables par des références fréquentes à la tradition fabulistique française, par l'ambition d'utiliser les éléments juifs pour ce qu'ils sont, l'expression d'un ancrage personnel fort de l'écrivain, et non de renvoyer à une identité folklorique ou à une image d'Épinal du juif d'Europe de l'Est. Et je finis sur cette illustration, un texte, l'un des textes les plus intéressants de Steinbach, qui s'appelle Take, et qui veut dire bien sûr une question est indécidable dans le Talmud. Et ce texte raconte l'histoire d'un âne qui veut devenir rabbin à Vilnius. On ne peut pas rêver d'ancrage plus juif et même plus juif d'Europe de l'Est. Et cet âne qui veut devenir rabbin euh, je vous ai mis une citation que je ne lis pas par manque de temps, mais finit donc par tourner et par convaincre tous les autres animaux que c'est la chose à faire en convainquant les chiens de le soutenir. Et ce message, en réalité très simple, celui d'une personne bête qui acquiert le pouvoir politique, s'appuie sur des outils qui sont profondément juifs. Et mon ambition, c'est véritablement de traduire et de transmettre ce paradoxe d'un ancrage extrêmement juif pour un message extrêmement universel. Je vous remercie. Merci beaucoup, Arnaud. On va Alors, passer. oui, je vais quitter, hop, je vais quitter le plein écran, le partage, pour laisser, hop, la parole à Cécile. Alors, Alors, on passe à la présentation de Cécile Rousselet, qui est docteur en littérature comparée, spécialiste de littérature yiddish et russe et chercheuse postdoctorale à l'École des hautes études des sciences sociales de Paris pour le projet H Diaries, consacré aux journaux de victimes juives rédigés durant la Shoah. C'est un projet ANR en collaboration DFG. Elle est également traductrice du yiddish et enseigne à l'université Sciences Po Paris
et Université Sorbonne Nouvelle. Le titre de sa présentation est Traduire les strates linguistiques du yiddish, le cas de la traduction des Elminiens de Moïse Koulbach par Régine Robin. Cécile, s'il te plaît. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Aujourd'hui, donc, je voudrais vous parler de Régine Robin, traductrice de yiddish, et pour ce faire, donc, partir d'une idée de base qui est celle du multilinguisme. Donc, née Rivka Gerstein, Régine Robin est née en 1939 à Paris, de parents polonais survivants de la Shoah. Le yiddish, c'est donc ses racines. Celle de ses parents, c'était la cousine de Charles Dobzhinsky, donc l'auteur et traducteur, qui a notamment proposé Le miroir d'un peuple, anthologie de la poésie yiddish. Bon, il y aurait énormément à dire sur son rapport au yiddish, notamment dans L'amour du yiddish, publié en 1984. Bon, ça, ce serait une communication ou deux à part. Là, je voudrais vraiment me concentrer sur sa traduction des strates, ce qu'on appelle les strates linguistiques du yiddish. Alors, Régine Robin a vécu dans un univers plurilingue. Elle disait même lors d'un débat à Radio France le 29 décembre 2009 que, je cite, les individus avaient une identité composite faite d'appartenances multiples. Moi, je rajoute donc appartenances multiples qui passent donc par des langues multiples. Alors, ce plurilinguisme, je souhaite le chercher dans ses traductions d'ouvrages yiddish et donc dans les Elminiens, des Elminianer de Moïse Koulbach, en 1888. En 1988, pardon, en montrant comment et quel rôle peut avoir le plurilinguisme au sein de cette œuvre en yiddish et comment Régine Robin a pu mettre à jour ce plurilinguisme. Alors, bon, vous le savez, le yiddish doit se penser au pluriel, c'est une langue de fusion, mais c'est ce yiddish que convoque Moïse Koulbach. Moïse Koulbach que je vais présenter très rapidement, ça permettra à tout le monde d'avoir les jalons un peu de cette communication. Il est né en 1896 dans la province de Vilnius, éducation traditionnelle en yeshiva. Pendant la Première Guerre mondiale, il commence à écrire des poèmes en hébreu, puis en yiddish à partir de 1916. En 1918, il part à Minsk, puis à Vilnius, où il publie son premier recueil poétique. De 1920 à 1923, il vit à Berlin, il est souffleur au théâtre. Souffleur dans un théâtre, pardon, et se familiarise notamment avec l'expressionnisme berlinois. Paraissent ses premières grandes œuvres, comme Le Messie, fils d'Éphraïm. En 1923, il revient à Vilnius, devient une figure importante de la vie intellectuelle yiddish, et en 1928, il revient à Minsk, attiré notamment par les promesses soviétiques de sauvegarde de la culture yiddish. Il publie des Elmanianer entre 1931 et 1935, fait partie du groupe Eigens, arrêté en 1937, accusé d'espionnage et de préparation de sabotage. Il est fusillé en 1937. Alors, ce qui est intéressant à étudier ici, c'est la manière avec laquelle la construction même du yiddish peut permettre d'habiter différents lieux et différentes temporalités. Quelques mots sur la fresque, j'en ai fini avec mes préliminaires. Les Elmenianer, donc cette fresque raconte la vie d'une cour fondée par Reb Zelmen, les Elminiens, sur 3 générations. Alors les grands-pères et les grands-mères luttent contre l'avancée de la modernité. Forcément, je schématise dans un résumé. Donc l'arrivée de la modernité, l'arrivée de l'électricité, les bulbes de Lénine, comme ils l'appellent, l'automobile, la radio. Ils meurent. Les parents, eux, sont pris en étau entre la tradition et la modernité, et les enfants, donc notamment Tonke, dont on parlera, une des filles, font entrer véritablement la modernité à la cour, la radio, le russe, les ouvrages soviétiques, etc. Le russe soviétique, je veux dire. Se mêlent des histoires d'amour, notamment avec Salké, jeune mélancolique qui chante l'hébreu, et il finira par se suicider. Donc chez cet auteur, ce ne sont pas tant les paysages que les différentes strates linguistiques du yiddish qui participent à élaborer des sphères de temporalité, des hébraïsmes au slavisme, des emprunts à l'expressionnisme berlinois des années 20 à ceux de la rhétorique soviétique naissante. Donc le yiddish comme langue à moduler. Alors quelques exemples pour vous parler de ces strates dans les Elminiens, et puis après on attaque avec véritablement la traduction. Donc d'abord le texte hésite entre le yiddish et le russe. C'est un roman où les personnages parlent yiddish, mais les strates slaves sont extrêmement présentes. Alors déjà parce que les personnages vont en Russie, à Odessa, ils parlent le russe, le biélorusse, l'ukrainien, ils reviennent, avec le russe qui s'introduit dans la cour. Le russe fonctionne
comme une langue étrange, parfois considérée avec méfiance, puisqu'elle représente la possible fin de la langue yiddish. Euh, on la voit introduite notamment avec des citations en discours direct, mais le meilleur exemple de méfiance envers le russe, c'est peut-être la réaction de la tante Malkele face au tatouage en russe sur le corps de son fils. Voilà, je cite, "Das schwarze Schaben mit Abor übergelegte Beine und unten geschrieben auf Russisch." Donc, in ganzen beschrieben mit russische Gleichverkehr. Le russe est aussi introduit de manière plus souple au sein de la narration quand on observe la quantité de syntagme yiddish d'origine slave. Alors la part de slave dans le yiddish de Kullback est très importante et elle se concentre sur les évocations de la nature qui lui rappellent sa Biélorussie natale. Je cite là mon collègue Arnaud qui en parle très bien dans le numéro de Savon sur la nature. Donc là, par exemple, dans cette citation, wie die Frühling dicke Wasser der Bulben in die Rines mit der gläsernen Klung, donc Bulben qui vient de Bulbat, en russe jaser, murmurer. Le yiddish est aussi inquiété par l'intrusion de la langue soviétique, la rhétorique soviétique. Tonke, donc personnage féminin, c'est véritablement le personnage de la rupture, celle qui fait intervenir le monde soviétique. Et on a un infléchissement du yiddish pour voir cette incursion du socialisme et qu'on retrouve par exemple des expressions comme, oui c'est ça, "Wie lang ist der Schritt zu Komsomol-Leben" ou alors "Die erste große proletarische Revolution". On retrouve tous ces éléments jusque dans l'organisation même de la narration. Vous voyez là avec le chapitre 12 du livre 2 qui se présente comme une enquête scientifique sur les Helminiens et qui rappelle la rhétorique des enquêtes sur le terrain soviétique. Très rapidement, face à ces incursions du russe ou du soviétique, on a l'hébreu de Salke, pardon, qui fonctionne comme anachronique, attaché aux traditions dans un monde qui déjà a perdu ses traditions et est ouvert à la modernité. Ces mots sont en hébreu, mais dans un hébreu avec réforme de l'orthographe, donc assez méconnaissable. L'hébreu et l'allemand, en tout cas yiddish très germanisé. Ici, vous voyez, les citations des poètes allemands sont pour Salke un ancrage désespéré dans un monde perdu, du romantisme, de l'amour, face à Tonke qui, elle, est une femme soviétique dans tout ce que les premiers textes ont pu chanter. Donc, je cite, "Ich bin so krank und Mutter, dass ich nicht Herr und See", etc. Alors, voilà, on va donc parler de Régine Robin. Habiter la langue, donc, jouer sur les strates du yiddish, permet pour Moïse Kullback de mettre en miroir des temporalités différentes. Alors, comment est-ce que Régine Robin a-t-elle pu la mettre en œuvre? Elle a voulu, je cite, "faire sentir les aspérités du texte et l'étrangeté distanciée de ce mélange de langues en introduisant les langues originales dans le texte, comme elle indique en note de bas de page des premières pages du roman. Je cite, "On translittérera dans la traduction les dialogues, les textes récits ou chantés par les personnages en tenant compte des marques de l'oralité, c'est-à-dire leur accent. Le lecteur ne trouvera pas toujours du vrai russe, du vrai biélorusse, du vrai ukrainien ou du vrai hébreu, puisque les personnages ironisés par l'auteur déforment tout en parlant. On donnera immédiatement après la translittération le texte en traduction française. De cette façon, le lecteur pourra sentir les aspérités du texte, l'étrangeté distanciée de ce mélange de langues." Et effectivement, on le voit un peu plus loin. Quelques pages plus loin, donc vous avez la note de bas de page qui indique en russe dans le texte, mais orthographié en yiddish. Un peu plus loin, des chansons entières qui sont comme ça traduites entre parenthèses juste après. Donc vous avez la coexistence. Parfois, les traductions ne sont pas entre parenthèses, mais ajoutées dans le texte pour que le lecteur comprenne. Par exemple, ici, la note de bas de page après Nachals,
indique en russe dans le texte, mais orthographié en yiddish. Et en yiddish, c'est écrit as do voitnachaltje, entre guillemets. Donc, la mention du chef est bien un ajout de la traduction. J'accélère un tout petit peu, j'ai encore prévu trop. La traduction peut enfin rendre encore plus perceptibles des effets de langue que Kullback propose. On peut l'observer dans un passage très intéressant où la rhétorique soviétique de Tonke, donc cette femme qui introduit le soviétisme à la cour, pour faire bref, est mise en regard de la voix de Malkele, une tante qui est plus fragile avec des fautes de déclinaison. Donc, Stimmen Nummer 2, dar sie die Mume Malkeles Kol, aber ob azoi, als sie noch nicht weit. Ba amashin mire. Mire ba amashin. Amashin ba miren. Miren amame, ba miren eme. Et puis après, la voix de Tonke, prolétariat. Et donc, dans le yiddish, le contraste est fort entre ces deux voix, puisque la première fait intervenir des fautes de déclinaison, la seconde est érudite et expose les principes de l'art de la guerre. Le jeu des voix dans le texte participe à rendre anonymes ces discours tout autant qu'ils l'étaient au sein de la rhétorique révolutionnaire. Mais le travail de Régine Robin amplifie le contraste. Elle indique en note de bas de page, je cite, imitation des fautes de déclinaison. Et certes, le discours de la tante Malkele est déjà bancal en yiddish, mais ba miren aimé, près de mira quelqu'un, mais en enlevant le ts de emetz. Et ici, Régine Robin, elle traduit par près mira pour insister sur la dislocation des phrases. Donc voilà ce qu'elle peut faire. Et enfin, il y a d'autres choix de Régine Robin qui permettent de rendre véritablement ce que Kullback a voulu faire. Alors parfois, elle fait le choix du bilinguisme pour être comprise d'un public francophone, mais en même temps rendre les sonorités et tout le travail de l'auteur. Alors il faut savoir que Kullback se moquait souvent de l'hébreu comme langue d'un ancien temps et qu'il le caricaturait ouvertement dans ses textes, mais avec une caricature toujours tendre. Et donc là, par exemple, dans cette citation qui est vers la fin du texte, loin, à la dernière ligne de l'horizon, on voyait un panache de fumée et on entendait le bruit d'un tracteur qui haletait, peinait, en montant la colline sans disparaître. Salké dit Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yotzlekeinuretz. Bref, béni sois-tu, Adonai, roi de l'univers, qui tire le pain de la terre, tout ça accroché. Le choix d'avoir laissé ce brouhaha verbal est vraiment judicieux et la traduction est presque plus comique encore que le texte original, avec les sonorités françaises, les i tréma, l'hébreu déformé qui rend l'effet incompréhensible voulu par Kullback. L'intrusion de cette phrase dans le texte français détonne et est incompréhensible. Alors, avoir accroché les mots en traduction française donne à peu près l'effet qu'un locuteur yiddish avait en lisant Kullback. Bien qu'il y ait la question de la langue, mais je trouve aussi très intéressant cette répétition dans le texte des deux syntagmes, bon, même si c'est son projet de traduction au départ, hein, mais comme si la traduction entre parenthèses allait expliciter le sens, alors qu'en fait il participe au brouillage et ajoute encore au brouhaha de mots. Donc j'ai peu de temps pour conclure. J'aimerais quand même terminer sur la passion qu'a Régine Robin pour Chante Ladino, donc Sing Ladino de Jacob Gladstein, dont elle consacre de très belles pages dans l'amour du yiddish. Et c'est bien cette langue bric-à-brac et patra, langue brouhaha, qu'elle traduit avec intelligence dans Les Elminiens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Cécile. Merci à vous deux. Nous sommes disponibles maintenant pour des questions du public. J'imagine que si quelqu'un a une question en anglais, vous pouvez la répondre aussi. Je peux commencer moi avec, je me souviens bien, Cécile a publié sur notre blog une traduction de Steinbach aussi. Donc j'imagine que vous avez entre vous des discussions à propos de comment traduire Steinbach au français. Est-ce que vous pourriez nous raconter tous les deux un peu quels sont les points peut-être euh, d'intérêt ou de discussion plutôt? En vérité, c'est la première fois que j'entends une communication structurée de Arnaud sur la question de Steinbach. Et donc, j'en suis ravie parce que je découvre là qu'il y a des points d'achoppement entre nos visions. Arnaud avait vu le texte
enfin ma traduction, puis le texte aussi, je suppose, avant qu'il soit publié sur le blog. Oui, mais ce qui m'intéresse dans ce que Arnaud a dit là, c'est cette envie de faire passer la, la, les- la composante juive, enfin cette tension entre l'universel et la composante juive. Et je pense que dans ma traduction, euh, elle s'est pas posée de la même manière. En fait, j'ai choisi un texte où véritablement le jeu de mots est intraduisible. Et c'est ça qui m'intéressait. En fait, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir de pouvoir faire en même temps, transmettre un texte à un lectorat qu'il n'avait pas et laisser apparaître véritablement cette étrangeté du texte dans l'autre langue. C'est pour ça que je l'ai appelé d'après Steinbach, parce qu'il y avait quand même une distance, que le jeu de mots français est quand même, il faut le dire, beaucoup moins fluide que dans la version yiddish. Je m'en explique en note, mais voilà, c'était une manière de créer la distance euh, voilà, nécessaire à l'appréhension du fait que Steinberg, en français, c'est pas anodin. Voilà, je sais pas ce que tu... Oui, on avait discuté effectivement de cette fable et la question du jeu de mots est absolument essentielle dans quasiment tous ces textes. On est confronté à ce premier peut-être des intraduisibles qui est le jeu de mots qu'on essaye de reproduire à partir duquel on essaye de construire. Il y a quelque chose qui est justement, et c'est ce que j'ai essayé d'exprimer, il y a quelque chose qui est extrêmement moderne, moderniste dans toute son écriture, du point de vue où la langue prend son autonomie. Et ça aussi, il faut y faire droit. Et j'espère ne pas avoir trop insisté sur le message, parce que le message n'est qu'un aspect, et absolument pas le tout de Steinberg. C'est sûr que l'aspect formel est absolument essentiel. C'est une question que je me pose absolument à chaque ligne presque. Et c'est intéressant, en fait, c'est intéressant que Cécile ait traduit ce texte et qu'on ait discuté autour de ce texte, parce que à chaque fois, on part pas exactement de la même position, on n'a pas exactement la même approche, et je pense que idéalement, il faudrait qu'il y ait plusieurs traducteurs dans une même langue, et donc j'espère que Cécile traduira d'autres textes de Steinbach également. Merci. Euh, Moi, je continue s'il n'y a pas d'autres questions. Euh, Au sujet du multilinguisme. Pardon. Évidemment, à l'époque où le yiddish était vraiment peuplé par des lecteurs multilingues, ce multilinguisme passait totalement de façon naturelle. Mais aujourd'hui, Cécile, si tu peux me rappeler à quelle date cette traduction ont été publiées? Traduction 1988. 88. Donc, quelle est la différence du point de vue de la réception de ce multilinguisme? Euh, Entre l'époque et l'autre, je veux dire, entre deux publics différents, mais aussi dans des moments historiques différents. alors, je pense que en 1988, donc la traduction de Régine Robin, elle paraît au Seuil, puis dans Royaume juif, dirigé par Rachel Hertel. C'est un moment où de grande production de la traduction. La question du multilinguisme, elle est présente, mais elle se pose pas, Arnaud, tu m'arrêteras, mais elle se pose pas de façon aussi politisée, sans doute, que quand Kullback sort l'œuvre en 1931-1935. Là, l'idée, c'est effectivement de rendre compte de la richesse du travail de Kullback. Euh, c'est pas les mêmes enjeux, je pense, totalement.
Ouais, moi, je pense que je suis d'accord avec toi. C'est assez différent. Il y a quelque chose qui va faciliter aussi l'intégration du plurilinguisme dans le texte, c'est que au-delà même de la diversité des langues, il y a une polyphonie qui est extraordinaire dans ce roman, qui est pour le coup très, très, très moderniste aussi dans sa construction. Et ce qui fait que et tu l'as bien montré, Cécile, l'intégration même de ces transcriptions suivies de traductions, ça ne fait qu'ajouter une couche de polyphonie. Et finalement, la voix du traducteur, elle détonne absolument pas à l'intérieur même du texte parce que il y a tellement des voix qui partent un peu de nulle part. Tu l'as bien montré avec l'extrait où il y a marqué voix numéro un, voix numéro 2, voix numéro 3. Les voix deviennent complètement désincarnées et je trouve que finalement ça rentre totalement dans l'esprit du roman que la voix du traducteur se fasse entendre à l'intérieur même du corps du texte. Sachant que les voix dans le roman de Kullback, elles miment, parce qu'on le voit bien à d'autres moments, elles miment les radios soviétiques qui Mhm. sont vraiment anonymisées. Donc on a vraiment d'autant plus cette idée de voix anonyme portée par une traduction qui se coule dans le texte, quoi. Ouais, moi, j'ai une question pour toi, Cécile. Je ne me souviens pas si sa traduction, Régine Robin met en avant un principe de translittération, parce que dans les extraits que tu nous as montrés, elle avait l'air d'utiliser des principes un peu contradictoires, avec le son re traduit de temps en temps par un X, de temps en temps par un KH. Je ne sais pas si c'est en lisant trop rapidement que j'ai eu cette impression-là. Est-ce qu'elle en parle à un moment? Ah non, par contre, les X, là, dont tu parles, qu'on voit, c'est parce que c'est du russe. En fait, j'ai Ah, l'impression ok, qu'elle traduit le ok. yiddish de manière uniforme. Par contre, dans D'accord, Artsimnie, Ach Nabraliot, c'est mort. Là, on est sur du russe. Et effectivement, d'accord, d'accord, d'accord. Dans le texte yiddish, c'est déjà en caractère cyrillique. oui, D'accord. oui. Oui. J'ai pas placé l'un face à l'autre. Et ce qui est intéressant, et ça pour le coup, on peut pas non plus le rendre en français, c'est que dans l'exemple que tu as donné sur Tzalke avec la longue citation Baruch Adonai Amos Lechem Min Haaretz, qui vient à la fin d'une sorte d'éloge du nouveau. L'agriculture soviétique avec des tracteurs, avec toute la modernité. Cette bénédiction est bien sûr écrite totalement collée, mais en plus elle est écrite non pas en hébreu, mais en caractère, en phonétique, selon les principes de l'écriture, comme c'était toujours le cas en Union soviétique. Mais il a voulu rajouter encore en collant tous les mots ce caractère complètement hors de propos, complètement décalé. Ouais, je suis content que tu aies parlé de cet exemple-là, je trouve assez extraordinaire. En fait, ce vers, cette prière, c'est la première fois que je la vois en français et ça a un effet poétique que je n'ai pas quand je prononce cette prière parce je suis si habituée, mais en français, j'ai trouvé que c'est d'une beauté très particulière et ça a pris du temps jusqu'à que j'ai compris qu'en fait, c'est la même phrase. C'est exactement la même phrase. Et d'ailleurs, Cynthia, je trouve ça bien que tu parles de ça parce que le personnage qui prononce cette phrase, et un des personnages poétiques, l'un des rares personnages poétiques. Et finalement, le fait qu'il soit tellement arriéré et qu'il parle de l'hébreu, ça fait partie de son caractère poétique, que finalement, Kullback, et c'est pas étonnant qu'il lui soit arrivé, qu'il ait eu le sort qu'il a eu en 1937, c'est que l'image qu'il donne de la nouvelle société soviétique est loin d'être positive. Mhm. Et je pense que Tsalke, le personnage qui finit par se suicider dans un grenier, il a beaucoup à voir avec Kullback lui-même, malgré son côté profondément rétrograde. Ouais. Je pense que Psalter, comme on est dans une fresque qui joue quand même sur des jeux dichotomiques, alors beaucoup moins que chez d'autres auteurs, mais quand même, Psalter lui permet de faire le contrepoint par rapport à Tonke pour apporter cette vision ambiguë qu'il hérite des compagnons de route et de tout,
Oui, cette ambivalence même, je pense que Coolback est plus ambigu encore que Tzalke. Mais comme Coolback, il considère tout le monde avec cette caricature tendre, cette moquerie, ça lui permet en fait cette position de surplomb de porter toutes les voix de manière polyphonique ensemble. Mhm. Ouais, je suis d'accord avec toi. Arnaud, tu pourrais nous raconter, ce n'est pas la première fois que tu traduis le yiddish, et je pense que tu as traduit aussi du judéo-espagnol. J'ai un peu traduit pour Marie-Christine Varol, mais c'était à chaque fois c'était pas pour publication, D'accord. c'était pour des exposés ou des choses plus pratiques. Ouais. Ouais. Ok, mais est-ce que tu pourrais nous raconter un peu de ton expérience comme traducteur du yiddish euh, et, et aussi par rapport à ton rôle de chercheur, quelle est cette Mm. relation et est-ce que quand tu traduis, tu sens que tu es un chercheur qui traduit ou tout d'un coup tu deviens vraiment un traducteur qui fait de la recherche? Non, pour moi, il y a vraiment une continuité entre les deux pratiques. Euh, Mes traductions s'appuient sur la recherche. La plus grande traduction que j'ai faite et qui a été publiée, c'est une traduction d'un roman de chevalerie yiddish de la Renaissance qui s'appelle Le Chevalier Paris et la Princesse Vienne, qui est paru il y a 2 ans. J'ai toujours le sentiment que de traduire du yiddish, c'est un défi qui est légèrement différent. Et je pense que c'est la même chose du judéo-espagnol. C'est un défi qui est légèrement différent d'une traduction dans la plupart des langues européennes, pour plein de raisons. Mais bien sûr, l'une des raisons principales, c'est la mixité inhérente, l'hybridité linguistique, langagière, à laquelle il faut faire justice en restant, en ne rendant pas artificiellement, en n'introduisant pas une mixité en français, parce que je traduis en français, qui n'appartient pas à la langue française. Donc, non, je trouve que j'essaye en tout cas de me nourrir de mes traductions pour réfléchir sur les auteurs et de me nourrir de la réflexion sur les auteurs pour raffiner mes traductions. Euh, Là, typiquement, je suis parti pour Steinbach, je suis parti de la traduction et puis je me suis confronté à l'idée de voir comment d'autres traducteurs avaient abordé un auteur aussi. Il fait partie de ces auteurs sur lesquels et on l'a dit tout à l'heure en discutant avec Cécile, sur lesquels on peut tout de suite s'exclamer, c'est intraduisible. Et quand je me suis lancé dans ce projet de traduire toutes les fables, on m'a mis en garde, hein. Plusieurs personnes m'ont dit c'est impossible. Et je pense que voilà, il faut absolument refuser cette impossibilité parce qu'elle n'existe pas. Et qu'au contraire, il y a dans l'ampleur du défi quelque chose d'extrêmement stimulant. Et ce qui me plaît, et ce que je trouve dans la traduction que je ne trouve pas toujours dans la recherche, même si parfois il m'arrive de le trouver, c'est ce côté créatif à chaque ligne. Euh, la recherche, c'est plus un travail de labour sur le long terme. Et par contre, là, dans la traduction des œuvres comme celle de Steinbach, c'est vraiment chaque ligne pose une infinité de problèmes à résoudre de la façon la plus économe et la plus efficace possible et la plus expressive possible. Merci. Est-ce que vous deux, vous avez essayé de traduire des auteurs contemporains? Euh, alors, pour ma part, non. Non, en fait, je me suis concentrée sur les auteurs de ma période de recherche parce que c'est ceux que je connaissais le mieux et puis qui m'ont donné envie, mais mm, mm. J'ai jamais été non plus confronté à des traductions de yiddish récents. J'ai des amis qui écrivent en yiddish. Je lis des textes qui sont publiés, qui sont publiés actuellement. Euh,
et je pense que si l'occasion se présentait, il y a, il y a, il y a, on a, il y a un côté qui serait sans. Ah si, pardon, j'ai traduit récemment un poème qui a été écrit suite au 7 octobre en réaction. J'ai traduit en français du yiddish, donc ça m'est arrivé. Pour moi, c'est pas le travail n'est pas différent de celui que je fais avec Steinbach, hein. Mhm. Il y a les mêmes enjeux et les mêmes problématiques. L'actualité du texte ne change pas à la tâche du traducteur qui pour le coup, surtout dans un texte, ce texte-là était assez politique. Moi, j'étais le médium qui transmettait vers le lecteur français le point de vue du poète. Et mais c'était un plaisir de pouvoir le faire. Et bien sûr, si l'occasion se présente, j'y retournerai avec plaisir. Merci. I switched to English just to invite other researchers working on the topics of Yiddish translation. I see Golda and Shiri. If you want to add something in English also, or I don't know, even if it's not directly related to those texts, but to Arnaud and Cecile's text, but maybe a common topic that you might want to develop, you are invited. Non, ok, so à moins que vous ayez d'autres commentaires. Non, non, merci beaucoup, Cynthia, pour tes questions et, euh, et aussi d'avoir assumé. Je me suis posé la question de la langue, bien sûr, d'avoir assumé le plurilinguisme de notre workshop. Je trouve que c'est une bonne chose. J'aurais pu sans doute parler en anglais, mais parler de traduction en français, en anglais, ça rajoute encore une couche de complexité. Donc j'étais content de pouvoir faire cet exposé en français. Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis toujours pour le multilinguisme, même si c'est compliqué et à un moment donné, la tête peut bugger, mais je pense que c'est du positif. Donc, merci beaucoup. We will meet again. We have a pause of 1 hour and 10 minutes. So we will meet again at 1 p.m. Berlin, Central European time. So see you then. Thank you very much, all of you. Bye Thank you. bye. Bye bye.